Entre deux arts, c'est le podcast dans lequel les artistes viennent s'exprimer sur leur vision du monde et leur vision de l'art. Et aujourd'hui, pour ce 4e épisode, je suis avec Gaëtan Nicolas. Bonjour Gaëtan. Salut. Alors, toi t'es assez multicasquette, hein. Tu te décris comme chef opérateur, mais c'est quoi exactement ? Et comment est-ce qu'on pourrait te décrire ? Alors c'est une très bonne question et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se poser la question quel est le travail du chef opérateur ? Pour moi, le travail du chef opérateur, il englobe énormément de compétences, notamment l'image. Donc, quand vous regardez un film, le chef opérateur, en général, il est responsable de plusieurs départements qui sont la caméra, la lumière, le cadrage, les mouvements de caméra. C'est assez complexe et c'est un métier qui demande énormément d'expérience parce que on peut apprendre beaucoup de théories, mais finalement, c'est un métier qui se ressent, que tu dois expérimenter avec ton corps et avec la caméra. Parce qu'en Suisse, on a plutôt tendance, en tant que chef opérateur, à être aussi opérateur caméra. Parce que ce qu'il faut savoir dans le cinéma, c'est que c'est des métiers qui sont très compartimentés. C'est-à-dire qu'il y a énormément de structures et chaque personne fait un peu quelque chose de très précis. Et le chef opérateur, lui, il est responsable de plusieurs domaines d'activité sur le plateau. Et donc, comme je disais, la lumière et la caméra, qui sont les deux gros pôles, et la machinerie, qui ensuite permet en fait de mettre la caméra en mouvement. On aura l'occasion d'en parler. Dans Entre deux arts, on a déjà reçu une peintre, un écrivain, un photographe-réalisateur. On pense peut-être moins à un chef opérateur. Alors, ma question, est-ce que toi, tu te sens artiste ? Oui, totalement. Je me sens à la fois artiste et à la fois aussi un peu technicien. C'est un métier qui demande énormément de connaissances dans beaucoup de domaines, que ce soit par exemple dans le domaine de l'optique, dans le domaine de l'électronique avec les caméras, dans le domaine de l'électricité par exemple aussi avec la lumière. Mais c'est une fondation technique au service de la dramaturgie, au service de l'art. Et tu me vois venir, si tu as écouté les autres podcasts, si c'est votre cas aussi, vous la connaissez cette question. Qu'est-ce que c'est l'art pour toi ? Pour moi, l'art, de manière très simple, c'est raconter des histoires. Je pense que toute bonne œuvre d'art raconte une histoire. Et je pense que l'être humain, depuis des milliers d'années, je crois qu'on peut le constater dans les grottes, les peintures rupestres et tout ça, et l'être humain a toujours cherché à raconter des histoires. Pour moi, en tout cas, une bonne œuvre d'art, c'est une œuvre d'art qui raconte une histoire. En tant que chef opérateur, est-ce que tu es parfois avec des scénaristes ou des réalisateurs ? Oui, alors totalement. Moi, en général, j'arrive sur un projet quand le scénario il a déjà été écrit, que ce soit par un scénariste ou alors un réalisateur avec un scénariste, ou alors le réalisateur qui est lui-même scénariste. Et en fait, moi, je vais ensuite accompagner le réalisateur avec le scénario. Moi, j'ai un peu cette image du réalisateur et du chef-op qui sont main dans la main et au milieu, il y a le scénario. Et en fait, moi, je dois rentrer dans la tête du réalisateur pour essayer de comprendre l'image que lui-même s'est fait du film pendant qu'il a écrit le scénario, par exemple, pour ensuite extraire ces idées-là, les traduire en langage technique et ensuite pouvoir mettre en œuvre ce langage-là. Et c'est exactement dans cette transition que tu te sens artiste, justement, que tu racontes des histoires. Totalement. Mettre en image la pensée de quelqu'un d'autre ? Ou le script ou... J'utilise ma sensibilité ou mon goût au service du scénario. Pour moi, je travaille pas pour le réalisateur, je travaille pour l'histoire. Et je pense que c'est très problématique, ou c'est parfois pas forcément une bonne idée de travailler pour l'ego, pour mon ego, ou que ce soit pour l'ego du réalisateur, parce que ça fait pas des bons films à la fin. C'est un travail collectif. Totalement, ouais. C'est un secteur d'activité où il y a peut-être 30, 40, 50, 100, 200, 500 personnes qui doivent toutes collaborer ensemble pour le bien de l'histoire. Des fois, j'ai 15, 20 personnes sous ma responsabilité, et avec aussi la responsabilité du réalisateur ou du producteur, mais c'est un métier qui est énormément collaboratif. Et si on en vient à ton métier, justement, c'est quoi ton parcours ? Comment est-ce qu'on devient chef opérateur ? Alors, je pense que tout d'abord, il faut avoir une certaine forme d'attrait pour l'image, ou il faut avoir une sensibilité là. Moi, je pense que depuis tout petit, j'ai été passionné par la télévision, en fait, bêtement. Je me rappelle, j'avais des cassettes à la maison, j'arrêtais pas de regarder des films. Par après, mon oncle, quand le DVD a commencé à faire son apparition, il avait cette lubie de commencer à collectionner les DVD, donc il avait une sorte de médiathèque chez lui, chez qui j'allais tout le temps voler des DVD. Il était tout le temps pas content parce que je ramenais jamais les DVD dans les bonnes boîtes. Je pense que naturellement, je me suis tourné un peu vers la photo.
le dessin aussi beaucoup, et une passion de manière générale pour le cinéma avec la lanterne magique quand j'étais petit, pour ceux qui s'en rappellent. Ça m'a toujours fasciné et je pense que j'ai toujours eu cette fascination pour l'image. Et après avoir fait des études plutôt littéraires en lettres à l'université, j'ai décidé de finalement assouvir ma passion pour l'image en allant suivre des études dans une école d'art. Et je me suis d'abord tourné vers l'ERACOM à Lausanne, qui est une école qui forme un peu plus des vidéographeurs, ce qu'on appelle maintenant, qui sont un peu des one-man band. C'est quelqu'un qui est capable de prendre une caméra, d'enregistrer de sons, de filmer, de faire du montage, de faire un peu d'effets spéciaux. Ouais, de tout pouvoir faire soi-même. Exactement. Et donc, du coup, là-bas, j'ai appris un peu à tout faire, mais je me suis très vite rendu compte que la caméra, le travail du chef opérateur, du coup, c'était l'élément qui me passionnait le plus. Et j'ai très vite décidé de me perfectionner là-dedans. Et en Suisse, malheureusement, il n'y a pas énormément de formation pour devenir chef opérateur. Et j'ai décidé de partir à Zurich, à la Haute École d'Art de cinéma, qui offre une formation pour chef opérateur. Et là, j'ai passé une sélection. Parce qu'il faut savoir, c'est que le master n'accepte que 2 personnes par année. Deux personnes par année. C'est assez sélectif. Oh, wow. J'ai un peu appliqué sur un coup de tête en me disant, bon, déjà, je parle pas très bien l'allemand, c'est à Zurich. Je pense pas avoir le talent nécessaire ou les compétences nécessaires pour faire ce master. Et finalement, je pense que le fait que je me suis pas mis trop de pression, c'est fonctionné en ma faveur. Et je me suis retrouvé à faire ce master à l'université à Zurich. Et est-ce qu'il y a des regrets ou des choses que tu ferais peut-être un petit peu différemment? Si tout était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Dans ma formation? Dans la formation? Je pense pas que j'ai de regrets. Peut-être que je me mettrais moins la pression pour faire des gros projets. Je pense qu'au début, on a envie que ce soit Hollywood. Et du coup, on a envie d'utiliser beaucoup de lumière, on a envie d'utiliser des grosses caméras avec les gros objectifs. C'est un peu ton ego qui parle, mais c'est pas forcément en fait comme ça que t'apprends le mieux. Et je pense qu'au début, j'ai fait un peu l'erreur que tout le monde a faite, quoi. J'ai voulu me sentir à Hollywood. Ouais, aller trop vite, trop fort. Et ouais, en fait, on se perd parce que c'est difficile à gérer toute cette main d'œuvre, cet équipement, ce savoir-faire. Et en fait, on se perd et on oublie que en fait, ce qui compte, c'est le scénario, c'est l'histoire. Et du coup, on fait des mauvaises décisions qui ne favorisent pas un bon film ou une bonne histoire à la fin. On revient à ce que tu disais, avoir le projet au centre et pas être soi-même au centre. Tout à fait. C'est pas toujours facile de se dire, OK, qu'est-ce que l'histoire a besoin et pas qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Parce que évidemment que sur chaque nouveau projet sur lequel je me retrouve, j'ai tout le temps des pulsions ou un sentiment que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et des fois, très vite, je me rends compte, après avoir passé quelques jours ou quelques semaines avec le réalisateur, qu'en fait, c'était pas la bonne direction à prendre. Et des fois, il faut avoir la force de se dire, OK, mon intuition était mauvaise ou mon ego m'a poussé dans cette direction, il faut que je la change pour le bien de l'histoire. Et on parlait un petit peu de ces projets. Tu as donc fait plusieurs publicités. Tu as aussi fait des clips, des documentaires, des courts-métrages. Comment est-ce qu'on choisit un mandat ou comment est-ce qu'on les choisit pour ces différents projets? Est-ce que c'est toi qui décides? Est-ce qu'on vient te contacter? Alors, ça dépend. Typiquement, le dernier gros projet sur lequel j'ai travaillé, c'était un long métrage documentaire. Et là, on est venu me chercher. Et c'est une démarche qui prend du temps et les gens se rendent pas forcément compte des fois du temps que ça prend pour faire un film. Et là, par exemple, on parle de presque 4 à 5 années de travail. Ah, wow. Entre le moment où les gens sont venus me chercher, où on a commencé à discuter du projet ensemble, on a fait les premiers repérages, les premiers tests, on a écrit le premier dossier. Il s'écoule des années. Même sur des courts-métrages de fiction que j'ai pu tourner en école, des fois, entre le moment où on commence à développer le projet et le moment où on a le montage final, avec le montage son final, avec tout qui est terminé, des fois, il s'écoule 2 ans. Alors que ce sont des projets d'école, de courts-métrages. Pour revenir à ta question... Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi, ou alors des fois, ça se passe de manière assez organique, où tout d'un coup, tu rencontres les bonnes personnes au bon endroit et il y a une alchimie qui se crée. Pour les clips vidéo, par exemple, je me suis retrouvé une fois sur un mandat payé pour 26 minutes, avec Vincent Veillon et Vincent Cuchol. Et là, j'ai rencontré un réalisateur qui s'appelle Noé Ciampi, avec qui, par après avoir eu un bon contact avec lui sur le tournage, il m'a proposé de faire un clip. Et je pense que le clip dans la sphère un peu du hip-hop en Suisse romande a bien buzzé. Et ensuite, j'ai d'autres gens qui sont venus me rechercher après avoir vu. Je pense que ça marche un peu comme ça, quoi. Il n'y a même plus besoin de CV, en fait, au bout. C'est le travail qui parle. Ouais, alors c'est assez difficile et je dois dire que des fois, c'est compliqué, je pense, pour la communauté des chefs opérateurs en Suisse qui ont suivi une formation académique, entre guillemets, de se retrouver face à des chefs opérateurs autoproclamés qui n'ont pas fait de formation
Et en fait, on se retrouve un peu au même niveau. Et en Suisse, le métier de chef opérateur, il n'est pas protégé comme par exemple au Canada ou aux États-Unis, où dans ces pays-là, pour pouvoir avoir le titre de chef opérateur, tu dois avoir passé à travers un certain nombre d'années d'expérience ou accumulé des points en travaillant dans certains, par exemple, deuxième assistant caméra, puis premier assistant caméra. En grade, en fait, jusqu'à arriver... Exactement. Et en Suisse, tu peux sortir d'une école et t'auto-proclamer chef opérateur, comme je le fais moi. Et c'est vrai que le CV a une importance dans le sens où c'est un portfolio, c'est pas vraiment un CV. Je crois que personne s'intéresse au bachelor en lettres et sciences humaines que j'ai fait ou ce genre de choses que j'ai pu faire avant dans ma carrière. Et une dernière question avant de passer à la deuxième partie. Tu parlais des projets. Est-ce que tu as quand même un objectif, quelque chose que tu vises ou un rêve que tu veux absolument réaliser? Comme tout chef opérateur qui commence sa carrière, mon rêve, c'est de faire un long métrage de fiction. Je crois que c'est Lucho, ton dernier invité, que je connais bien, qui disait qu'il aimerait faire un film de science-fiction. Je crois que moi, c'est un genre aussi qui me fascine et qui me plaît énormément depuis que je suis gamin. Et du coup, c'est peut-être un long métrage de fiction avec un peu de budget et pouvoir avoir des beaux décors, des beaux costumes, vraiment d'avoir une matérialité et peu d'effets spéciaux. Moi, je déteste les effets spéciaux numériques. Je pense que c'est tellement plus intéressant de faire des effets spéciaux mécaniques, par exemple. Donc, un projet comme celui-ci m'intéresserait beaucoup. Donc, un rêve, à voir si ça va se réaliser. Peut-être avant de passer à la partie 2, où est-ce qu'on peut retrouver tout ton travail? Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, Gaëtan Nicolas, tout simplement, ou alors sur mon site internet, où là, j'ai plus de travail. Vous pouvez voir aussi mon travail de photo, mes publicités, où là, je regroupe vraiment un peu tout. Ou alors, tout simplement, en allant au cinéma et en allant voir, en soutenant pas seulement moi, mais aussi toutes les autres personnes qui travaillent sur ces mêmes projets. Un bon message pour terminer cette première partie. Et c'est le début de cette deuxième partie. Tu le connais, hein, tu as déjà écouté les autres podcasts. Tu as 1 minute pour répondre au maximum de questions. Est-ce que tu es prêt? Allez. Allez, on souffle un bon coup et c'est parti. Si je n'étais pas artiste, je serais... Cuisinier. Vidéo ou photo? Photo. Noir et blanc ou couleur? Ah, c'est dur. Noir et blanc. Mon art est un art collectif, vrai ou faux? Vrai. Tout a déjà été créé dans le monde audiovisuel. Joker. Dans ton métier, le stress, c'est quotidien? Non. Est-ce que c'est mieux de créer pour soi ou pour les autres? Pour les autres. Non, pour soi. Pour soi. Pour soi. Il faut de la chance pour percer dans le milieu, vrai ou faux? Un petit peu, oui. Un petit peu. Tout s'apprend, le talent n'existe pas. Tout s'apprend. Ta plus grande inspi? Darius Khondji. Darius Khondji. La collab de tes rêves? Travailler pour Denis Villeneuve. On en reparlera. Dans 20 ans, ton métier existera encore? Tout à fait. Dans 20 ans, tu feras toujours le même métier? Dernière question. Oui. Toujours le même métier? Oui. D'accord. Tu t'es persuadé, t'as trouvé ta voie. Je travaillerai peut-être pas à 100% comme chef opérateur. Et comme je disais avant, la cuisine ou la gastronomie, c'est quelque chose qui prend de la place dans ma vie à côté. Peut-être que j'ouvre un restaurant à côté et je continue de travailler comme chef opérateur. Attends, parler un petit peu la cuisine et puis aussi la collab de tes rêves. Comme je disais avant, Denis Villeneuve, parce que c'est un réalisateur que j'admire. Je pense que c'est un des rares réalisateurs où j'ai vu tous les films et c'est très difficile pour moi de dire lequel est vraiment mauvais. Pour moi, ils sont tous bien d'une certaine manière et il y en a qui sont exceptionnels. Mais c'est un réalisateur que j'admire beaucoup pour ça et aussi qui a aussi expérimenté avec d'autres styles. Par exemple, pour les personnes qui ne connaissent pas, avec le film Incendie, où il a mis en scène une pièce de théâtre, mais il a gardé les dialogues originaux de la pièce de théâtre et c'est une belle recommandation. D'accord. Donc des films à aller voir et une collab à espérer, à retrouver un jour une collab signée David Villeneuve et Gaëtan Nicolas. Ouais. Qui sait. En tout cas, félicitations, tu t'es très bien prêté au jeu, Gaëtan. Et on arrive dans la troisième partie de ce podcast. Comme tous les épisodes, la troisième partie, eh bien, c'est sur un thème que l'artiste invité choisit. Et Gaëtan, tu as choisi le thème l'artisanat. Et pour te citer, quand on a préparé cet épisode, tu disais, on parle souvent du cinéma comme étant le 7e art, mais moi, j'ai plutôt tendance à le considérer comme une forme d'artisanat. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Moi, j'admire énormément les autres métiers du cinéma. Pour prendre un exemple, la machinerie,
qui est en fait un métier spécifique du cinéma dans lequel on va essayer de mettre la caméra en mouvement en utilisant une panoplie d'objets mécaniques, mais qui demande aussi énormément de créativité parce qu'on a un panel d'outils techniques à notre disposition qui sont parfois assez sommaires. Hein. Ça peut être des plots en bois, des cales, des cordes, des poulies, ce genre de choses. Et ce que j'admire énormément, c'est que tout ce que ces gens-là font, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre. Il n'y a pas un livre, tu peux pas aller à l'école et dire « Ah bon, bah maintenant, on va apprendre à déplacer une caméra avec une dolly, donc cette structure pour faire des travelling qui pèse parfois 300-400 kilos. » Une sorte de chariot pour déplacer la caméra. Et moi, je trouve que dans le savoir-faire et dans la manière dont ces gens aussi travaillent avec leurs mains, quoi, il y a vraiment ce truc où des fois, tu vois, t'as besoin d'un marteau, t'as besoin d'un niveau à bulle. C'est là où moi, j'ai l'impression que c'est de l'artisanat. Parce qu'on construit des choses perpétuellement et on improvise perpétuellement avec nos mains. Il y a une matérialité derrière le cinéma qui est difficile à... Je pense que quand on va au cinéma, des fois, on regarde un film et on se rend pas compte à quel point il y a des gens derrière, typiquement les production designers qui vont venir construire tous les décors, ont mis la main à la pâte, entre guillemets. Comme un céramiste qui est considéré comme un artisan. Pour moi, il y a énormément de métiers du cinéma où les gens sont des artisans aussi. Ça fait partie de cette idée déconstruire le Hollywood, où en fait, on n'a pas du tout fait qui existe, il faut tout créer soi-même. Tout à fait, ouais. Hollywood s'est construit aussi sur cette image de célébrité et de fame. Et en fait, ils ont été très forts, toujours un peu cachés, même si tout le monde le sait dans l'industrie comment les choses sont faites. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle on n'en parle pas trop, parce qu'en fait, c'est enlever les paillettes. Et moi, je trouve que parfois, les gens qui travaillent avec moi ou les gens qui font ces métiers-là méritent ces paillettes. On devrait s'y intéresser un peu plus. Ouais, parce que c'est du travail, c'est des choses que vous créez. Et c'est aussi l'objectif de Entre deux arts, c'est de mettre ce travail en avant, de pas avoir que le résultat final, mais d'essayer de voir ce processus, cet artisanat dont tu parles. Est-ce que c'est aussi ça qui fait que le travail n'est pas redondant ? Totalement. Je pense que j'ai choisi ce travail en partie parce que je pense que je me foutrais en bas par la fenêtre si je travaillais dans un bureau. Ah ouais. Et je pense que ce métier-là m'amène cette satisfaction que tous les jours, je vais être face à une situation différente. Et tous les jours, il y aura un problème qu'il va falloir résoudre. Et ça, je pense que les gens de l'industrie se reconnaîtront tous là-dedans. Faire du cinéma, c'est... Tu peux planifier le plus possible un tournage. Tu peux planifier les horaires de tournage, tu peux planifier les lieux, les décors, les acteurs. Il y aura toujours quelque chose que tu peux pas prévoir et tu vas devoir trouver une solution pour tourner ta scène. On en revient à cette question du stress. Est-ce que c'est quotidien ? T'as utilisé ton joker avant, donc je vais pas te reposer la question, mais est-ce que on n'est pas un peu submergé parfois par tout ce à quoi il faut penser, improviser ? Totalement. Je pense qu'on en revient à ce que je disais avant, c'est un métier qui demande énormément d'expérience parce que pour pouvoir être capable d'absorber la quantité d'informations, parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui attendent de toi que tu les guides. Et en fait, des fois, cette pression, il y a une telle émulsion sur le plateau de tournage quand tout d'un coup, il y a 5 décorateurs qui sautent après une take pour changer les meubles, les bouger. Ensuite, il y a l'équipe lumière qui arrive, ils sont 3-4, ils sont là, bon, ok, on fait quoi ? On met où le projecteur ? Et t'as l'assistante réalisation qui arrive, elle est là, t'es 15 minutes en retard, ça va pas. Et en fait, il faut apprendre à communiquer, rester calme. Et de nouveau, comme je disais, l'expérience. Avec l'expérience, t'apprends à gérer les choses une par une, à rester calme et à essayer d'avoir cette vision d'ensemble, en fait. Dans la production d'un film, je pense qu'il y a des moments où ça peut être très relax, où tu as le temps de parler avec le réalisateur, tu as le temps de parler avec les gens, et petit à petit, la production, elle se met en route. Et évidemment, les journées de tournage sont souvent très stressantes. Et ce côté artisanat, est-ce que ça mène pas aussi à une désillusion ? Justement, on s'imaginait créer Hollywood et on se retrouve à bricoler. Ouais, c'est ce que je disais avant. Et d'ailleurs, il y a une énorme communauté là derrière. Je pense que les gens qui sont dans l'univers du cinéma connaîtront, mais qui s'appelle par exemple Shitty Rig. C'est un hashtag et c'est une page Instagram où tu retrouves des gens qui ont improvisé une solution, une construction un peu merdique, mais qui fait le taf, qui fonctionne. Et à la fin, c'est toujours la grande question. Est-ce que un rig un peu merdique qui fait le taf, est-ce que c'est pas en fait une très bonne solution ? Et il y a ce paradoxe de nouveau où en fait on essaie toujours de trouver des solutions avec ce que tu as sous la main, quoi. Ouais. Et moi je trouve ça fascinant. Et on est orienté solution, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu de frustration liée à ça ?
dans l'idée, si ça marche pas, c'est que j'ai pas trouvé la bonne méthode. Et c'est de ma faute. Y a un peu de ça, ouais. Moi, je me sens souvent responsable justement dans ce genre de situation parce que les gens qui viennent et qui travaillent avec moi sur un plateau, moi, évidemment, je suis là bien avant que eux soient impliqués dans le travail et ils s'attendent de moi que j'ai fait mon travail de scouting, par exemple, de recherche, de planification. Et quand quelque chose se passe mal, parfois, je me sens un peu mal parce que je me dis « Ah merde, j'aurais pu penser à ça. » Mais des fois, je me dis « en fait, ça fait partie du métier. On peut pas contrôler tout à 100%. » Et évidemment que les restrictions budgétaires, la taille des équipes de tournage et tout ça, il y a quand même des variants structurels qui font que, malheureusement, ça arrive. Des fois, il faut prendre les choses avec philosophie. Et aussi, on parle de métier où il y a des mandats, où on attend aussi quelque chose de toi, ou en tout cas aussi un résultat, que ce soit pour une pub, pour un film, pour un court-métrage, les entrées ou bien les vues, que ce soit sur YouTube ou bien sur les autres plateformes. S'il n'y a pas un grand succès populaire, est-ce qu'on a l'impression d'avoir fait quelque chose de faux ? C'est un petit peu cette question de est-ce qu'on a meilleur temps d'avoir succès auprès des spécialistes qui disent oui, c'est du bon boulot, ou plutôt auprès du grand public ? À choisir. Je sais que c'est une question très compliquée. J'aime, ou en tout cas je défends la vision d'un art qui doit être de qualité, qui doit avoir un message ou qui raconte une histoire avec une morale ou un vrai message, mais qui doit être compréhensible ou qui doit générer une émotion dans un large panel de la population. Moi, ça m'a jamais trop intéressé de faire du cinéma pour le cinéma. Du cinéma pour mes collègues cinéastes qui vont comprendre les codes cachés derrière les cadrages ou le montage ou ce genre de choses. Ça t'intéresse pas ? C'est pas que c'est pas intéressant. Je pense qu'il faut y passer pour pouvoir comprendre les outils et les codes qu'on a à disposition, le langage visuel qu'on a à disposition pour pouvoir ensuite les utiliser. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup plus de faire un cinéma, j'ai pas envie de dire populaire parce que j'ai l'impression que c'est un peu péjoratif, mais de faire un cinéma qui touche le plus large panel de gens possible. Je veux pas faire un art ou un artisanat qui est un peu élitiste. Ça m'intéresse pas. Et donc, pour celles et ceux qui écoutent ce podcast, le mieux pour découvrir ton art, c'est d'aller au cinéma, d'aller voir tes productions et de se rendre aussi sur ton Instagram, Gaëtan Nicolas, ou sur ton site internet, gaetannicolas.com. On arrive déjà au bout de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gaëtan. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir. Pour découvrir aussi une œuvre de Gaëtan, je vous conseille aussi, bien sûr, de venir sur la page Instagram de Entre Deux Arts. Tout simplement, Entre Deux Arts. On vous mettra à disposition une œuvre de Gaëtan ainsi que tous les liens vers son Instagram, vers son site internet. Merci encore Gaëtan et on se réjouit en tout cas de découvrir la suite. Merci à toi.